A priori, la plupart de ceux qui sont là nous connaissent, donc on va pas se re-représenter, sauf peut-être pour ceux qui nous suivront demain en replay. Donc Ludovic Milécan, designer de solutions RH et fondateur de IBOS, qui accompagne les dirigeants et les DRH sur leur politique et leur stratégie RH pour remettre de la valeur grâce au RH. Et François, je te passe la main. Et François-Alexandre Glaudet, moi un parcours un peu différent, je suis entrepreneur depuis presque 10 ans bientôt, mais avec des passages dans les grands groupes sur différents sujets, notamment SIRH et aussi sur des lancements de produits innovants autour de l'intelligence artificielle, des objets connectés. Et donc depuis quelques années, un gros focus autour de ces sujets Big Data, IA. Et aujourd'hui, donc, cofondateur de Calitra, une solution pour la fidélisation des talents à partir des data RH, enfin des data en général, et notamment à visée RH. Mais ça, j'en parlerai un peu plus loin. Je ne sais pas si en novembre, vous seriez dit que vous seriez en confinement en mars, avril, mai, mais en fait, il y a une entreprise qui, elle, l'avait plus ou moins prédit. Donc, il s'agit de Blue Dot, une entreprise canadienne, qui avait enregistré dès novembre dernier un risque d'épidémie sur la ville de Wuhan, en Chine. Puis après, en décembre 2019, elle avait alerté sur sa possible propagation. Et quand on compare le modèle et ce qui s'est réellement passé, ils étaient extrêmement proches. En effet, le virus a suivi le flux aérien globalement. Et donc ça, c'était modélisable. Et donc cette entreprise avait plus ou moins prédit la crise. Pas la crise, mais en tout cas le fait qu'il y ait une épidémie. Imaginez aujourd'hui cet outil côté RH, côté tout simplement dans la gestion de vos talents. Peut-être que le passage au télétravail se serait mieux passé, peut-être que tout ce qui était le mois que les RH ont passé enfermés dans chez eux, en l'occurrence, pas dans leur bureau, à devoir mettre en place les chômages partiels, les différents plans de reprise, etc., aurait pu être travaillé largement en amont, voire les services de gestion des risques des entreprises auraient pu, au lieu de prévoir des grands open space loin de Paris en cas de crise nucléaire, de pouvoir prévoir simplement un télétravail mieux organisé en période de confinement. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire la donnée permet aujourd'hui d'anticiper un certain nombre de sujets. Et c'est ces sujets-là qu'aujourd'hui, on voudrait vous introduire sur les côtés ressources humaines et gestion des talents. Un des premiers sujets sur lequel le RH la gestion des talents se doit de pouvoir être, entre guillemets, prédictive, en tout cas de pouvoir préparer l'avenir, c'est la transformation en cours des entreprises, notamment sur un point de vue sociétal. Et nous, on a l'habitude à Calitra de dire vos salariés, aujourd'hui, sont vos premiers clients. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les choses ont changé. Avant, on avait une génération X majoritaire dans l'entreprise qui avait une progression relativement linéaire, qui restait 40 ans dans la même boîte, qui progressait de poste en poste, avec un manager et un rôle relativement unique, suite à souvent de très bonnes études, et pour certains, avec une recherche de la position sociale. Puis est arrivée la génération Y-Z, aujourd'hui majoritaire dans l'entreprise, qui, de leur côté, eux, ont un comportement bien plus consumériste. J'ai envie de dire, on n'a qu'à regarder ce qui se passe au quotidien. Quand vous regardez une série, alors je fais un autre parallèle, mais Ludo va ressortir celui-là, donc j'aime beaucoup l'utiliser. Rendons à César ce qui appartient à César. Quand vous regardez une série, à partir du moment où l'épisode ou la saison deviennent moins intéressants, beaucoup de personnes abandonnent la série et changent de série. Et on est donc sur une génération un peu zapper comme ça. Et là, ça se passe aussi au sein de l'entreprise. Ce sont les mêmes comportements, des comportements qu'on appelle donc consuméristes. Notamment aujourd'hui, dans nos générations, les générations Y et Z, qui sont majoritaires dans l'entreprise, on va rechercher plutôt une succession d'expériences et de montée en compétences plutôt que la linéarité. On va devoir gérer avec des organisations bien plus complexes, avec des rôles qui peuvent être multiples. Aujourd'hui, un chef de projet, il est aussi chargé de communication pour son projet ou pour son département. Il peut être aussi digital coach d'un exécutif. Voilà, il peut y avoir plein de rôles dans l'entreprise. Et puis surtout, on a un savoir qui n'est plus centralisé dans les universités, mais continue tout au long de la carrière et partagé grâce à Internet.
Enfin, je m'étendrai pas trop dessus parce que ça dépend quand même beaucoup des personnes en elles-mêmes, mais il y a de plus en plus, on l'observe, une recherche de valeur et de sens dans le travail. Tous ces diplômés d'HEC qui partent en boulangerie, souvent, c'est une recherche de sens et de valeur. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui échouent sur ce critère en prenant notamment certaines cultures qui n'est pas expérimentée après sur le terrain. Quel est le problème? Le problème, c'est que cette fausse promesse ou ce changement de paradigme génère de la frustration chez les collaborateurs ou, comme je viens de le dire, quand la série devient moins intéressante, ils changent. Et donc ça a un coût. Ça a un coût pour votre structure. D'abord, ça a un coût parce que pendant que le salarié est chez vous, il va peut-être être un peu désengagé, il va multiplier les absentéismes, favoriser certains éléments extérieurs, et ça coûte de l'argent. Il y a un institut, notamment la PITIL, qui a estimé ça à environ un peu moins de 15 000 € par salarié par an, c'est en augmentation ces dernières années. Et puis, un salarié, s'il a, jusqu'à récemment, s'il a un bon bagage, des bonnes compétences, il va être chassé. Et donc, très rapidement, il va peut-être trouver une série qui va l'attirer un peu plus. Et donc, il va partir, il va démissionner. Et là, c'est la foire d'empoigne, le coût peut exploser. Selon le niveau hiérarchique, selon l'expérience, selon les compétences recherchées, ça peut coûter de 30 à 40% du salaire brut annuel de ce salarié. Prenons un exemple avec une population très chassée actuellement, les data scientists. En gros, si le gars reste 2 ans chez vous, ça vous coûtera 2 ans de salaire en plus. Vous aurez pu l'avoir 4 ans pour le même coût. Et l'impact est vraiment énorme. Si on regarde ce qui se passe dans une entreprise, par exemple, donc là c'était Berzin by Deloitte qui avait sorti ça, mais si on regarde ce qui se passe dans une entreprise de 30 000 personnes, avec un turnover non souhaité qui est dans la moyenne du marché, c'est-à-dire à 13%, eh ben, cet institut avait estimé à 430 millions d'euros l'impact de ce turnover. Alors, un des sujets pour enchaîner, effectivement, parmi les coûts qu'on aimerait davantage maîtriser, il y a un coût qu'on néglige souvent, qui est le coût d'intégration des nouveaux collaborateurs. Je vais prendre, au-delà bien sûr de tout ce que j'ai pu marquer sur la slide, je vais vous prendre un exemple très concret. Il y a quelques années, je menais une mission pour un gros acteur de la logistique alimentaire qui avait un taux de présence de ces intérimaires d'environ 40%. En pic, l'intérim représentait 40% des effectifs. Et comme souvent dans l'intérim, ils avaient des missions qui étaient relativement courtes. C'était des missions à la journée ou au mieux à la semaine. Et parallèlement à ça, le chef d'établissement faisait le constat que beaucoup de... On n'a plus les slides, recoucou tout le monde. Les slides vont revenir, mais c'est pas grave, je les ai en tête. Le chef d'établissement faisait le constat qu'il avait globalement sur l'année une perte de qualité et une perte de productivité. Pourquoi? Parce que, comment lui le mesurait, il mesurait ces indicateurs classiques qui concernaient l'ensemble de l'établissement, bien sûr, et pas du tout spécifié par population. Et il s'apercevait qu'au fil de l'année, et notamment dans les phases de pic, le nombre de colis par préparateur de commande était beaucoup plus faible que d'habitude. Et jusque-là, il intuitait certaines origines possibles, mais sans véritablement être sûr de lui. Et donc, avec mon cabinet, on a mené cette étude pour identifier quelles étaient les vraies causes, un peu en mode Ishikawa pour ceux qui connaissent, et de ces causes-là, en fait, on s'est tout simplement rendu compte que la première raison, je vais essayer de raccourcir, la première raison de ce coût exponentiel, c'était tout simplement le fait qu'il y avait énormément de nouvelles personnes et de nouveaux préparateurs de commandes qui étaient présents à ce moment-là, et qu'il fallait à peu près 3 jours pour qu'ils soient complètement opérationnels. Et donc, on a décidé de modéliser le coût d'intégration sur l'ensemble des fonctions, et notamment de vérifier par la mesure. Et on s'est aperçu qu'en allongeant la durée des contrats de 1 jour à 1 semaine, puis d'1 semaine à 1 mois, la qualité et la productivité augmentaient. Et tout simplement parce que
les premiers temps de présence demandent évidemment de s'approprier le job, de s'approprier les lieux, et même si on est un préparateur de commandes connu, on a besoin de découvrir quel est le système qu'utilise l'entrepôt, on a besoin de découvrir la circulation dans l'entrepôt, etc. L'autre aspect qui avait été un petit peu négligé et qu'on a découvert en cours de route, c'est aussi l'impact du doublon, puisque dans ce type de métier, on a souvent besoin de se faire accompagner par quelqu'un qui est présent dans l'entreprise depuis un moment, sauf que quand il vous accompagne, à ce moment-là, lui-même est moins productif. Il essaye d'abord de bien faire les gestes et en même temps de vous expliquer qu'ils sont deux raisons pour lesquelles à ce moment-là, il va être moins productif. Donc quand on a diminué le nombre de présents grâce à l'augmentation de la durée d'émission d'intérim, on a de façon exponentielle ramené le niveau de productivité à ce qu'il aurait dû être normalement. Et donc tout ça, on l'a mesuré parce que l'initiative a été appréciée. C'était le premier entrepôt qui lançait cette démarche-là. Et donc on l'a mesuré à l'échelle de l'ensemble de l'entrepôt et une extrapolation sur l'ensemble des 80 et quelques entrepôts qu'avait cette entreprise. Et on s'est rendu compte qu'on était en capacité, grâce à ça, de faire des économies de plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour cette entreprise de distribution alimentaire qui, évidemment, s'est saisie de l'occasion pour avancer sur ce sujet. Un autre sujet, si tu veux bien avancer, François-Alexandre, les slides, où la data et la mesure nous permettent de mieux maîtriser notre sphère RH, c'est d'adapter les compétences à la stratégie. Alors, ceux qui me connaissent savent que mes deux grands dadas, c'est Strategic Workforce Planning et le ROI de la fonction RH. Très clairement, ces deux sujets sont réunis en un, et notamment quand j'accompagne des DRH ou des dirigeants, la première chose qui les interpelle assez vite, c'est de se dire, mais c'est vrai que je n'ai peut-être pas de boule de cristal, mais finalement, mon job est quand même de prédire ce que sera l'activité de mon entreprise dans les 3 à 5 ans. Et si je fais si je jette un coup d'œil dans le rétroviseur, je m'aperçois que probablement dans les 3 à 5 ans qui viennent de s'écouler, il y a un certain nombre de compétences que je n'aurais pas imaginé avoir aujourd'hui, il y a 5 ans. Et je vais prendre un exemple d'une entreprise dans laquelle j'étais il y a assez peu de temps, qui est Jeffco, où il y a certainement 5 ans, personne n'imaginait qu'une entreprise de logistique aurait besoin de recruter des data scientists, parce que ça semblait un métier assez éloigné et une fonction assez éloignée du cœur de métier, encore une fois, de la logistique. Décidément, j'aime beaucoup la logistique. Et aujourd'hui, il y a plusieurs data scientists chez Jeffco parce que le métier a évolué, parce que l'optimisation des flux, la prédictibilité attendue d'un acteur mondial dans quel que soit son marché, lui impose d'avoir des cerveaux et des compétences qui vont être en capacité de data cruncher, d'aller triturer de la donnée pour ceux qui ne sont pas des geeks comme François-Alexandre et moi, et qui vont avoir cette intelligence et ces modèles pour aider à optimiser le business par le big data qu'évoquait François-Alexandre tout à l'heure. Donc dans tous ces besoins d'anticipation de son métier et surtout d'adapter les compétences, là encore la data est extrêmement utile puisque c'est de l'observation de ce que font nos concurrents, c'est d'identifier que peut-être un concurrent aux États-Unis commence à recruter des profils qu'il n'avait pas jusqu'à présent, que je vais pouvoir anticiper qu'il est sur une piste de métier qui n'est pas dans mon portfolio aujourd'hui. Ça, c'est une des premières pistes sur laquelle on va pouvoir agir. Et si on passe à la slide suivante, toujours sur l'intro, et on est vraiment très bavard, François-Alexandre, il va falloir qu'on accélère. Le dernier sujet, c'est le recrutement.
Et là, très clairement, beaucoup de cas d'écoles aux États-Unis, au Royaume-Uni, et ça commence en France aussi, puisque on commence à avoir accès à de la data en France qui nous permet d'être dans ces modèles-là. Ça va être d'identifier où, quand je suis multisite, où je dois prioriser tel ou tel profil. Donc on va y revenir après par des exemples, mais aujourd'hui on est en capacité, grâce à la data, d'identifier combien coûte une ressource selon qu'elle est dans telle région ou dans tel pays. On est en capacité d'identifier quels sont les bassins d'emploi qui sont en tension sur tel ou tel profil. Et aujourd'hui, ces datas-là, elles sont maîtrisées par un certain nombre de très grands acteurs, notamment de l'intérim et du recrutement. Dans certains pays, elles sont même publiques. Mais dans tous les cas, il faut être capable d'aller compulser la donnée. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et je repasse la main à François Alexandre. Alors, voilà, tu as un petit peu anticipé là-dessus, c'est-à-dire que nous, ce sur quoi on va pouvoir vous donner, c'est que globalement, on se cantonne d'habitude aux data RH qu'on a dans nos systèmes d'information RH. D'ailleurs, souvent, ce sont les directeurs SIRH qui s'occupent aussi de ce qu'on appelle le People Analytics, ou en tout cas des analyses autour. Or, de l'information, en réalité, on en a partout. On en a sur des bases officielles, comme Ludo vient d'évoquer, tout ce qui est les agences d'intérim, tout ce qui va être peut-être certains acteurs publics comme l'open data le permet. Il faut savoir que l'INSEE, le Pôle emploi, l'APEC, tous diffusent des informations qui peuvent être intéressantes à prendre en compte. Dans votre entreprise elle-même, dans les entreprises elles-mêmes, il y a des informations qui sont souvent peu prises en compte par les RH. On y reviendra plus tard sur d'autres exemples, mais voilà, ça peut être des documentations, ça peut être des échanges tels que des messages, des emails, ça peut être des événements d'organisation, des calendriers, pensez à Office 365. Bref, il y a tout un tas de données, ce qu'on appelle les données non structurées, qui existent et qui sont absolument pas exploitables telles quelles sans traitement de data science pour les entreprises. Il y a aussi beaucoup de choses sur l'externe, bien sûr, tout ce qui est job board, tout ce qui va être ce qui se dit sur vous sur les réseaux sociaux, toutes les plateformes de notation, type Glassdoor, Indeed également qui en a, Kununu pour ceux qui sont en Allemagne, tout ce qui est les sites d'actualité, la bourse, enfin, il y a énormément de données un petit peu partout qui vous permettent d'avoir des informations, notamment sur l'état du marché, sur la stratégie déployée par vos concurrents, sur votre contexte. Et donc, appliqué au recrutement, appliqué à la fidélisation des talents, on peut s'apercevoir que rapidement, on peut dessiner des job types plus ou moins standardisés, qui derrière vont sur lesquels on va pouvoir petit à petit dessiner quel est le standard de marché en termes de salaire, et donc quel est votre positionnement par rapport à ça. Est-ce que vous les surpayez, est-ce que vous les sous-payez, quelle est leur qualité dans ce bassin d'emploi, quel est le temps entre le moment où une job offer est postée et où le poste est rempli. Et puis, tout simplement, quel est le niveau de tension de ce marché-là? Ça peut être un niveau national, ça peut être un niveau local, ça peut être un niveau international. Donc ça peut permettre déjà de faciliter tout ce qui est la stratégie de recrutement ou de fidélisation des talents pour pouvoir cibler au mieux les populations à traiter. Et puis par rapport à ça, quand je dis positionnement de marché, il y a le positionnement factuel sur la tension, sur tous ces éléments-là, mais aussi tout ce qui est positionnement de marché en termes de perception que peuvent avoir vos talents de votre entreprise. C'est-à-dire tout ce qui est ressenti en interne. Donc il y a l'image externe, puisque déjà les gens à l'extérieur peuvent voir aussi de ce qui est ressenti dans votre entreprise, et puis ça a un impact, ce qui se voit à l'extérieur est ressenti à l'intérieur, c'est-à-dire que tout simplement, ça vous donne des informations en or aussi sur ce qui peut se passer au sein de votre entreprise. Et donc toutes ces choses-là, mises ensemble, permettent comme ça de pouvoir un peu profiler vos ressources et de pouvoir définir la meilleure stratégie possible en termes de déploiement territorial, en termes d'acquisition, en termes de fidélisation des talents, etc., etc.
La chose principale à retenir de ça, c'est quoi? C'est qu'il y a tellement de données que clairement en amont, il faut pouvoir faire aussi un bilan, un peu un stop and go. On voit ce qui se passe, on voit ce qu'il y a, et puis il y a aussi tout simplement le fait que les données de l'entreprise aujourd'hui ne reflètent qu'une partie de la réalité, qu'il faut pouvoir avoir une vision plus large, plus big picture de tout ça, et que pour ça, j'ai envie de dire, toutes les entreprises ne peuvent pas passer chacun leur temps, chacun de leur côté, à développer les bons algorithmes, les bons usages du machine learning, etc. Et que donc aujourd'hui, il y a des acteurs qui petit à petit, on en fait partie, qui petit à petit consolident un ensemble de ces données pour pouvoir vous fournir ces indicateurs. Donc ça devient de plus en plus une commodité. Voilà, juste pour ça. Ludo, je te passe les mains sur le développement, sur le step d'après. Oui, je remets mon micro parce que j'ai pris la bonne habitude de couper mon micro entre-temps. Alors, un autre sujet, et c'est vrai que ce qu'on a voulu faire avec François, Alexandre, c'est de vous illustrer par des use cases ces sujets, hein, vous l'avez compris. Et s'il y en a un qui est, à mon sens, avec le stratégique performance planning le plus prégnant dans ce que l'organisation peut mettre en place et pour lesquels elle n'a pas forcément besoin d'énormément d'outils, mais besoin d'une bonne intelligence autour de ces outils, c'est la gestion des compétences. Aujourd'hui, la plupart de mes collègues et clients des RH sont bien embêtés quand on leur demande s'ils connaissent toutes les compétences qu'ils ont au sein de l'entreprise. Et j'avais d'ailleurs un DRH d'un grand cabinet de conseil bien connu qui me disait, mais tu sais, en fait, je me rends compte d'une chose, le seul moment où je connais les collaborateurs, c'est quand ils rentrent, parce que c'est la seule fois où leur CV est à jour. Et donc de là, au-delà d'en rigoler, évidemment, on regardait ce qu'on pouvait faire ensemble pour faire évoluer cette connaissance des collaborateurs. Et si on reboucle avec mon sujet précédent, qui est comment on va faire en sorte, et c'est le stratégique performance planning, comment on va faire en sorte de continuellement adapter les compétences aux besoins stratégiques et à l'exécution de ce plan stratégique, c'est bien en connaissant les compétences de nos collaborateurs. Et de là, on sera en capacité de préparer l'avenir. Alors, préparer l'avenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord avoir une photo de départ. Et pour ça, la plupart des RH connaissent la cartographie des compétences. Ils l'ont ou ils l'ont pas, mais ils la connaissent. Et là, il suffit de se retourner, de savoir est-ce que je suis en capacité de sortir une fiche de poste pour chacun de mes collaborateurs rapidement, et est-ce que ma fiche de poste est à peu près standardisée? Est-ce que je me suis assuré d'avoir une transférabilité des compétences qui soit réelle entre deux jobs? Alors si vous n'avez que des consultants d'entreprise, il y a des chances que ça fonctionne. Si vous n'avez que des caristes d'entreprise, j'imagine que ça peut fonctionner. Mais on connaît tous la richesse des métiers différents que nous avons dans l'entreprise pour savoir que c'est pas aussi binaire que ça. Et donc d'identifier les compétences aussi bien hard skills au sens des compétences techniques que soft skills des savoir-être va être clé pour permettre non seulement aux collaborateurs individuellement d'identifier s'il a toutes les chances d'être performant dans son job actuel, et là je suis toujours qu'au stade de la cartographie de l'existant, c'est de dire à chacun, voilà les compétences qui sont attendues pour ton job, et le niveau de maîtrise de chaque compétence qu'on considère comme étant le minimum pour être performant dans ton job. Et si chacun, en toute bienveillance évidemment, est en capacité de s'auto-évaluer sur ses compétences, il sera probablement en capacité à ce moment-là d'identifier pourquoi il est en sous-performance sur certains aspects, ou à l'inverse, pourquoi il finit par s'embêter un petit peu parce qu'il est déjà en surperformance et qu'il a envie d'aller chercher autre chose.
Donc là, on va déjà avoir une meilleure vision de l'existant. Et puis de là, on va aussi se mettre dans une logique de travailler ses compétences dans la durée. Ça veut dire d'alimenter ces systèmes qui sont pas tous prévus pour, hein, même les grands SIRH sont pas très très bons dans cette dimension-là. Il y a un autre micro qui est ouvert que le mien, ça me rassure. C'est d'alimenter en continu le pool de compétences associé à chaque collaborateur. Donc fort heureusement, il y a des startups qui font ça très bien et je pense qu'on aura l'occasion de refaire un webinaire ensemble avec François Alexandre et une ou deux de ces startups-là, mais je pense à des sociétés parisiennes comme Elamp ou Data for Job qui vont combler un vide qu'il n'y a pas aujourd'hui dans la plupart des grands SIRH adressés aux entreprises. Et encore moins dans les petits SIRH qui ne le font pas. L'autre enjeu derrière, il va être au niveau toujours du collaborateur, de l'accompagner dans l'individualisation de son expérience. Nous sommes vraiment aujourd'hui dans une société de l'expérience. D'ailleurs, on le voit partout. On parle de customer experience, de employee experience. On peut aussi parler de learning experience et de faire en sorte que l'expérience d'apprentissage soit la plus proche possible de l'individu et pas simplement de ce que quelqu'un dans un bureau dans la tour d'ivoire de je ne sais quelle entreprise à la Défense ou ailleurs a décidé qu'il fallait pour ce collaborateur-là. On n'a pas tous les mêmes méthodes d'apprentissage. Moi, je sais que apprendre par la lecture n'est certainement pas le premier levier que je vais utiliser. Par contre, je vais énormément apprendre du contact avec mes pairs, d'une vidéo, d'un webinar, de faire avec. Et donc, on a le fameux 70-20-10 de l'expérience d'apprentissage qu'il faut arriver à optimiser entre les 10% d'académique, les 20% d'apprentissage avec ses pairs et les 70% d'apprentissage en faisant ce qu'on appelle on the job, en expérimentant soi-même. Et donc, toute cette logique d'expérience, il faut la transférer sur l'apprentissage pour en maximiser l'appropriation. Et ce qu'on va rechercher dans la formation, c'est pas d'utiliser son crédit d'heure de formation qu'il est nécessaire de faire passer, c'est bien de s'assurer que les collaborateurs vont s'approprier les formations pour devenir meilleurs. Parce que notre enjeu, il est encore une fois de préparer l'avenir, il est de faire en sorte que nos collaborateurs aient demain les compétences dont nous aurons besoin demain et après-demain pour être performants en entreprise. Et je repasse la main à François Alexandre. Merci. Donc, je vais essayer de compléter un petit peu cette notion d'expérience apprenant notamment, mais ça peut être expérience collaborateur au sens large, et un petit peu tous les points évoqués par Ludovic en vous posant la simple question, c'est à quel point connaissez-vous chacun individuellement de vos collaborateurs et à quel point connaissez-vous le marché dans lequel vous opérez. En gros, à quel point connaissez-vous votre organisation. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que disait Ludovic. C'est-à-dire que vous avez d'un côté ce que vous pensez, tous les plans que vous pouvez faire, depuis le siège, ou depuis même des bureaux locaux. Déjà, il y a peut-être une connaissance plus fine du terrain. Mais quoi qu'il en soit, ce sera toujours autour de la définition de la stratégie de l'entreprise et donc des intérêts de l'entreprise. Sauf que globalement, il se passe d'autres choses. Il y a l'intérêt du collaborateur lui-même, son expérience à lui, sa manière d'apprentissage, comme disait Ludovic, ou sa manière de percevoir les choses, sa manière d'interagir avec les autres. Et puis, il y a le marché et comment se comporte l'extérieur. Est-ce que votre stratégie, aujourd'hui, vous pouvez dire à 100% que c'est celle qui va faire la différence face à vos concurrents? Est-ce que vous êtes en capacité de dire que cette stratégie-là va vous permettre de à la fois desservir vos objectifs talents et vos objectifs métiers, vos objectifs business, les objectifs définis par le COMEX. Et bien, tout ça aujourd'hui, globalement, on en a une idée, mais on n'est pas forcément dans le détail. C'est là où la donnée, la connaissance peut intervenir. C'est-à-dire que ce que vous pensez, bon, ça, jusque-là, il y a des systèmes très bien faits, des systèmes de SIRH, de talent management, de learning management system, énormément de données qui existent un petit peu partout. Donc, vous pouvez définir votre stratégie, en tout cas, une grande partie, et la déployer.
Mais il y a tout ce qui est caché. Et tout ce qui est caché, en réalité, vous pouvez aller le chercher. Dans les interactions, ce que le collaborateur pense, vous pouvez aller chercher ces interactions-là dans différentes données dites non structurées, que ça soit, comme je disais tout à l'heure, des échanges, des emails, des historiques de navigation, il y a plein de données, des documentations, vos propres documents parfois, ou vos propres sites internet qui diffusent aussi l'image de votre entreprise, ou en tout cas qui diffusent aussi des éléments de votre entreprise, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, que vous avez certainement peu suivi, mais qui donnent aussi un petit peu des indications là-dessus. Les plateformes de feedback, bref, énormément de données qui existent autour. Et puis, et souvent on s'aperçoit d'ailleurs, je crois que c'était Accenture qui avait fait cette expérience, qui a analysé un certain nombre de data non structurées de ses collaborateurs, et ils se sont aperçus que leur stratégie de formation, je crois qu'ils voulaient former leurs collaborateurs, leurs consultants à faire des jolis slides, à faire acte de leadership, à pouvoir présenter bien devant le client. Et en réalité, ils se sont aperçus que tous leurs collaborateurs cherchaient à se former sur le design thinking parce que tout simplement leurs clients leur demandaient. Et donc, ils ont pu refondre entièrement leur stratégie de formation en lien avec simplement l'exploitation de ces données. Bien sûr, je n'oublie pas la concurrence et le marché. Là encore, vous avez bien plus d'informations sur vos concurrences ou sur le marché au sens large. Un data scientist, encore une fois, lui, il ne perd pas. C'est pas parce qu'il est chez Carrefour qu'il est limité au retail. Si demain il veut aller travailler dans la banque, il va aller dans la banque sans problème. Donc le marché du data scientist, par exemple, va être beaucoup plus large que simplement votre marché naturel. Et bien tout ça, c'est une connaissance de la concurrence qu'il faut pouvoir avoir par profil, et non pas par marché. Et ça, vous pouvez le trouver aussi via des données, que ce soit la presse, les news, les actualités, les bourses. Mais il y a aussi tout ce qui est informel. Votre collaborateur, il échange avec d'autres personnes. Quand il n'est pas en confinement, il prend des verres avec des collègues, souvent des anciens d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce, et ils échangent de ces sujets-là. Et et c'est là souvent d'ailleurs que les opportunités se trouvent dans un marché un petit peu externe à votre entreprise. Et donc tout ça, bon, bien sûr, on peut pas tout tracer grâce aux données, mais tout ça, on peut en trouver des signaux selon les sources, selon différentes sources de données, y compris dans les customer feedback, y compris dans plein de choses. Et voilà, et n'oubliez pas qu'un salarié motivé et un salarié qui va être en phase avec votre stratégie, ça va avoir un impact extrêmement positif sur vos clients, sur le chiffre d'affaires. Et donc ça, derrière, c'est pour ça que ça se ressent aussi dans les feedbacks clients. Donc voilà, tout ça, c'est un petit peu un système un peu holistique qui va vous permettre d'avoir une connaissance de plus en plus fine de vos collaborateurs, de leurs attentes, en lien avec votre propre stratégie et avec vos objectifs business. Ludo ? Alors, un autre sujet, là encore, où la data va nous aider, c'est comment on va gérer tout ce qui est talent et en particulier les hauts potentiels. Talent, c'est toujours une notion un peu compliquée. Dans certaines boîtes, ce ne sont que les hauts potentiels. Dans d'autres entreprises, c'est tout le monde parce que nous sommes tous extrêmement talentueux dans ce que nous faisons. Bref, là, on va plutôt parler des hauts potentiels. Hauts potentiels, on va l'entendre au sens des futurs leaders et futurs cadres dirigeants de l'entreprise. Le premier enjeu, c'est de construire ses plans de succession, ce qui là encore peut parfois pêcher dans pourtant de belles organisations, et encore plus souvent dans des entreprises de taille moyenne. C'est toujours cette notion d'anticipation. Que se passera-t-il si demain je promeus François Alexandre au job de CEO pour l'Europe de Google? Ça veut dire qu'il faut que je le remplace dans son job actuel. Et ça veut dire que derrière ce remplacement, j'ai aussi quelqu'un d'autre dont il va falloir que je gère le remplacement, etc. Ces plans de succession-là, si on se focalise que sur une personne, ça va vite. Qui peut remplacer François Alexandre? Évidemment, personne, parce que François Alexandre est irremplaçable. Pour autant, on va quand même identifier quelqu'un dans l'entreprise où on va essayer, et on va peut-être
s'apercevoir là que soit on n'a pas tout de suite quelqu'un qui peut le remplacer et qu'il faudrait envisager un plan de développement, un plan de formation pour que quelqu'un soit capable de monter au niveau attendu pour le poste qu'occupe aujourd'hui François Alexandre. Ou alors de me rendre compte que j'ai aussi, et François en parlera juste après, un risque que François Alexandre s'en aille avant que je ne le souhaite, et auquel cas, j'ai pas le temps d'attendre de former quelqu'un. Il faut que je trouve soit quelqu'un tout de suite en interne, soit éventuellement quelqu'un tout de suite en externe pour pouvoir proposer tout de suite à François Alexandre son job d'après pour éviter qu'il ne s'en aille. Donc ça demande d'avoir une connaissance très fine, non seulement de mon pool de compétences internes, mais aussi, et François en parlera après, des risques de départ. L'autre sujet, c'est de faire en sorte qu'on ait assez de futurs hauts potentiels. Et un haut potentiel, moi qui suis aussi ce qu'on appelle HPI, potentiel intellectuel, je peux vous dire qu'en entreprise, ça n'a rien à voir. On ne cherche pas à avoir des hauts potentiels intellectuels en entreprise. Je ne dis pas que les hauts potentiels de l'entreprise sont débiles, et loin s'en faut, mais ce qu'on va considérer comme un haut potentiel en entreprise, c'est d'abord quelqu'un qui comprend très bien l'organisation, qui sait très bien naviguer dedans, qui a su nouer un réseau d'influence vraiment important. Et en fait, dans tout ce dont on parle là, on parle que de soft skills. Et ces soft skills-là, ce qui va être intéressant pour nous, toujours au niveau des compétences, ça va être de les traduire en matching avec la culture d'entreprise. Et comment chacun se situe par rapport à cette culture d'entreprise. Est-ce qu'on est le bon soldat dans une organisation qui valorise plutôt les bons soldats? Est-ce qu'on est, à l'inverse, très disruptif dans une entreprise qui veut innover en permanence? Et puis surtout, parce que c'est quand même le plus fréquent, c'est toujours une combinaison des deux, parce que, comme disait quelqu'un, Bob, je ne sais plus comment, ce qu'on va rechercher, ce sont des mavericks, c'est-à-dire des soldats qui savent sortir du cadre. Et donc, comment on va doser ça? Comment on va le valoriser du point de vue des compétences recherchées dans l'entreprise, mais des compétences au niveau des soft skills, parce que finalement, et on le voit dans la plupart des organisations, des hauts potentiels vont passer par plusieurs jobs. Ils vont probablement passer par des métiers très différents. Ils peuvent passer des opérations à la finance, puis des finances à la RH, et des RH à la stratégie. Et donc, ce qui va faire leur vrai talent, ce sont d'abord leurs compétences en termes de savoir-être, donc ce qu'on appelle communément les soft skills. Et donc pour ça, il faut bien les identifier au regard de cette culture d'entreprise qu'il faut bien connaître. Voilà. Je ne vais pas en parler plus longtemps parce que je vois l'heure qui file, donc je repasse la main à François. Ah, merci. Alors, attends, on a peut-être une question. Je vois qu'il y a un chat. Ouais, c'est quel degré de transparence sur les critères? Ouais, exactement. En fait, un des points frustrants, c'est je que pense, on les traitera après. On traite les questions juste après? Avancer. Ouais, on peut traiter les questions juste après, ouais. On va s'organiser. Oui, donc pour rebondir un petit peu sur ce que disait Ludovic, voilà, il y a vos potentiels, ils ont des risques de départ, ils vont devoir évoluer. Il va falloir, l'idéal aussi, c'est de pouvoir leur faire vivre dans l'expérience, en cas une expérience qui soit alignée avec leurs attentes. Et puis un plan de transformation global upfront, c'est bien, mais ça peut avoir certaines limitations en termes de performance de ce déploiement selon les populations que vous avez en face de vous et selon l'intérêt des personnes pour ce sujet. Donc, au moment où les gens partent, ou en tout cas, il y a deux questions qui se posent. C'est d'abord, comment est-ce qu'on peut anticiper que les gens vont partir? Donc ça, on y reviendra juste après. Comment anticiper ces changements? Ça peut être les changements de poste aussi. Et surtout, quand quelqu'un part réellement, est-ce que il y a du turnover qui est bien pour l'entreprise? Il y a du turnover qui est aussi qui peut être néfaste pour l'entreprise. C'est celui-là qui cause le coût dont on parlait tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on arrive à distinguer véritablement un départ non souhaité qui est
entre guillemets souhaitable malgré tout, et d'un départ non souhaité qui lui est complètement néfaste pour la performance de votre entreprise. Et donc ça aujourd'hui, par les données, encore une fois, on a des solutions de sortie. C'est-à-dire que on va pouvoir rentrer dans un cycle qui va vous permettre d'aller cibler au mieux vos actions et de pouvoir avoir une compréhension, encore une fois, la plus fine, assez fine, la plus fine possible. Il fera encore un peu d'avancée techno, mais la plus fine qu'on pourrait se faire aujourd'hui, à la fois de vos enjeux et des attentes sur le terrain. Donc la première chose, bien sûr, c'est de pouvoir analyser ce qui se passe. Comme je disais, certains risques n'en sont pas réellement, d'autres sont vraiment prioritaires, vont pouvoir avoir un impact, un coût significatif. Donc il faut savoir pouvoir aller cibler. Je donne un exemple. C'est BBVA, donc une banque espagnole en l'occurrence, mais aux États-Unis, qui dans son déploiement, dans sa gestion, a voulu gérer le turnover et s'est aperçu tout simplement que 10% seulement de ses branches subissaient un fort turnover. Ça faisait à peu près 70 branches sur 700. Problème, ces 10% de branches étaient aussi celles qui faisaient le plus de performance et qui contribuaient le plus au résultat de l'entreprise. Donc là, on s'aperçoit que pour un risque qui est somme toute assez limité, 10% des branches qui posent problème, on a un impact business majeur. Parce que c'est ces fameux Pareto 80-20, quoi, j'ai envie de dire, mais sauf que là c'est 10%. 10% des salariés qui faisaient 90%, 10% des branches qui faisaient 90% de la valeur. Donc on voit tout de suite qu'on peut cibler les actions. Derrière, c'est pouvoir mesurer, analyser ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait partir ou rester les salariés? Là, encore une fois, on en a parlé avant, mais plus on comprendra de manière fine l'expérience des collaborateurs, ce qu'ils vivent au quotidien, ce qu'ils ressentent, plus on connaîtra en profondeur le marché sur lequel vous opérez, le marché sur lequel eux sont confrontés, les différentes attentes, plus vous serez en capacité de pouvoir, par corrélation successive, élaborer une meilleure connaissance plus fine, qui certes n'est pas absolue, mais une connaissance plus fine des motivations de chacun. Et on s'aperçoit globalement que oui, parfois c'est lié à la rémunération. On a vu tout à l'heure que l'indicateur était assez facile à sortir. Parfois c'est lié au management. Quelqu'un de très proche qui est peut-être parmi vous m'a dit une fois on quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Ça reste très vrai la plupart du temps. Et parfois, notamment sur certaines entreprises américaines, dans la Silicon Valley, on s'aperçoit qu'on peut avoir un bon manager, on peut avoir une bonne rémunération. D'autres drivers peuvent venir impacter, que ce soit la culture générale de l'entreprise, que ce soit une fausse promesse de valeur qui n'est pas rencontré, que ce soit un changement, des problématiques éthiques de plus en plus. Bref, il y a énormément de sujets sur lesquels aujourd'hui qui peuvent motiver, peut-être chacun 5%, mais 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça peut faire plus de 50% et décider au départ. Donc quels sont les drivers? Qu'est-ce qui fait partir rester et s'arrêter? Une fois qu'on a pu atteindre ce niveau de connaissance de son organisation, et ben tout simplement comment est-ce qu'on cible? Et derrière, qui est effectivement le plus en risque de pouvoir partir. En termes personnels, bien sûr, mais ça peut être aussi tout simplement en termes de population, en termes de ville, en termes de sites industriels, en termes de différents degrés sur lesquels on peut aller. Un exemple, un grand cabinet d'audit pour lesquels on avait élaboré des indicateurs. On s'est aperçu, à Paris, globalement, ça allait bien, ils avaient une bonne image, tout ça. Par contre, à Lyon, je crois que c'est Lyon et Marseille, il y avait des vraies problématiques sur les populations d'actuaires ou d'auditeurs, je ne me rappelle plus, qui partaient beaucoup plus, qui avaient un surtaux de départ. Et alors pour Lyon, je crois que c'était des problématiques de management, donc ça, on peut encore arriver, mais pour Marseille, on avait vraiment eu du mal au départ à pouvoir aller explorer. Et c'est là qu'on a pu découvrir d'autres insights plutôt marché. Sur la présence d'autres acteurs, sur l'image d'autres acteurs, etc., le démarchage d'autres acteurs, qui ont pu permettre aussi d'aller plus loin et de pouvoir éventuellement mettre en place des actions correctives. Donc tout ça, ce qu'il faut comprendre aussi, le fil conducteur de tout ça, c'est que c'est en réalité un cycle. Je vais passer à parce qu'on avance, mais tout ça en réalité c'est un cycle. C'est-à-dire que derrière, une fois que vous savez qui est le plus en risque, vous pouvez remonter la boucle. C'est-à-dire, vous pouvez remonter les principes.
s'ils sont vraiment stratégiques, c'est des personnes véritablement stratégiques pour vous, qui sont dans votre workforce planning, qui sont dans les compétences clés ou dans les hauts potentiels, bon, bah là, il y a un risque plus important. Donc, ça va alimenter vos principaux risques. De même manière, ça va aussi alimenter les motivations ou en tout cas la pondération des motivations de départ. Donc, tout ça, c'est un cycle qui va s'alimenter en permanence et qui va vous permettre, petit à petit, d'aller au plus fin degré de transformation. Et derrière, le gros avantage de pouvoir aller sur un degré fin de transformation, c'est qu'au lieu de monter des projets sur plusieurs années pour plusieurs millions d'euros, vous allez pouvoir monter des projets plus petits, plus localisés, mais qui auront certainement un impact aussi plus grand parce que complètement adapté au contexte local du problème. Et donc derrière, tout simplement, on va parler franchement et bêtement de optimisation de vos coûts et de vos temps. Pouvoir vous concentrer sur les 20% les plus efficaces qui généreront 80% du retour sur investissement. C'est aussi ça l'enjeu, et on sait qu'en général, les DRH ont deux problèmes. Le premier problème, c'est quand la crise arrive, ce sont souvent les premiers budgets impactés. Le deuxième problème, c'est que quand on est face au CFO, les RH ont des arguments qui parfois sont assez limités. Et donc le fait de pouvoir comprendre comme ça ce qui se passe, arriver face au CFO avec des données chiffrées, et y compris monétaires, va permettre comme ça aussi, et puis de pouvoir aussi tout simplement optimiser votre budget, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, tout ça grâce à une meilleure compréhension liée aux données. Je parle beaucoup, je passe à Ludo pour la conclusion. Je prends la parole juste quelques secondes, voilà, parce qu'on a... je vois l'heure qui tourne, donc faut qu'on avance. On est très malin. Ceux qui nous connaissent savaient à quoi s'attendre. Alors, un autre sujet, là, j'ai presque envie de dire que la slide te suffit elle-même, donc merci beaucoup, je passe à la suivante. Non, je rigole. Les données sont vraiment un outil pour tout le monde dans l'entreprise, mais c'est vraiment ce que dit la slide, ce qu'on a voulu mettre là. C'est d'apporter, enfin que chacun à son rôle se demande comment il peut mieux faire son job en se demandant ce qu'il peut à la fois d'une part automatiser et puis surtout comment il pourrait mieux nourrir ses réflexions grâce à des outils ou de la data de meilleure qualité ou en meilleure quantité. Et dans un cabinet où j'étais il y a pas longtemps, on avait l'habitude de dire, et notamment le grand monsieur en charge de tout ce qui est stratégie data, la data est tout sauf un problème d'informatique, c'est d'abord un problème de use case. Et le use case, ça veut dire que chacun dans son domaine de responsabilité se demande ce qu'il a besoin de savoir et où est-ce qu'il va trouver cette information. Et quand on a ça, derrière l'informatique, les gens qui savent coder, trouver, créer les liens et des passerelles entre les différents systèmes sauront faire. Ce qu'ils ne sauront pas faire, c'est nous dire ce dont on a besoin, parce que c'est nous, gens de métier, gens de RH, qui sommes à l'origine du besoin et qui devons être en capacité de bien nous exprimer et de bien faire savoir quel est notre besoin précisément. J'enchaîne sur la suite, mais je crois que c'était plutôt à François pour le suivant. Oui, alors moi je mets juste l'introduction, je mets juste mon petit commentaire sur ce slide pour aller très très vite. Voilà, chacun a son rôle, la donnée est partout, interne comme externe. Si vous regardez bien, vous pourrez voir le slide après cette conférence. On n'a pas que des données internes, et souvent on se cantonne en RH à la partie en bas à gauche, des données qui sont liées à l'administratif, le SIRH pur de l'entreprise, alors qu'en réalité, il y a des informations un peu partout et qui peuvent aider tous les rôles du RH. Et donc ça, c'est ce qu'ont compris un certain nombre d'entreprises. Là, je vous ai mis 4 gros exemples d'entreprises qui ont fait une politique de people analytics assez approfondie avec de l'intelligence, ce qu'on appelle le LIA vulgairement, sur un ensemble de données, notamment extérieures. Donc il y a Crédit Suisse, par exemple, qui, elle, donc on s'aperçoit globalement qu'il y a 2,3 fois plus de croissance des revenus sur ces entreprises-là. Je crois que c'est encore Deloitte qui a sorti ce chiffre. Voilà, donc par exemple Crédit Suisse qui s'est aperçu que 1 point de réduction de son départ, des départs non souhaités chez eux, c'était entre 75 et 100 millions d'économies par an. Aujourd'hui, ils y travaillent et ils ont par exemple pu gagner beaucoup de temps en faisant 80% de leur recrutement désormais en interne.
Walmart, de la même manière, donc ça, Ludo pourra peut-être en parler plus en détail s'il le souhaite, mais eux, c'est carrément le plan de succession qui est prédictif, c'est-à-dire ils sont en capacité dorénavant de prédire 3 mois à l'avance en tout cas, quel poste va être à remplir, qui potentiellement dans l'entreprise peut l'utiliser, et donc ça leur laisse 3 mois pour les former et les faire monter en compétences pour aller sur ce poste. Mon petit chouchou, c'est Chick-fil-A. Chick-fil-A, vous n'en avez certainement pas entendu parler en France. C'est une chaîne de restauration rapide américaine qui est présente surtout sur la côte est, et qui en fait a 10 fois moins de restaurants que Subway, à peu près 3 ou 4 fois moins que McDo et Burger King. Pour autant, c'est celui qui, par établissement, est le plus rentable. Il est 11,5 fois plus rentable par établissement que Subway. Donc c'est simple, c'est la plus petite du panel, c'est celle qui a la plus grosse rentabilité, elle bat McDonald's, elle bat Burger King. Et en fait, tout ça s'explique par l'attention portée à l'expérience talent. Entre autres, il y a aussi des produits bien entendu, mais c'est le principal facteur étudié, ça a été que, pour vous donner le niveau d'expérience, quand un salarié est malade, on va en parler en ce moment, hein, c'est l'actualité, quand un salarié est malade ou que sa femme est à l'hôpital, les managers sont incités à les emmener personnellement en voiture pour éviter les accidents, les choses du genre, jusqu'à l'hôpital. Donc c'est vraiment une expérience collaborateur au plus proche, et c'est ce qui explique derrière que ça se ressent sur les clients. Dernier exemple que j'ai trouvé récemment, que je trouve assez marquant, c'est Pitney Bowes. Vous connaissez pas forcément, c'est les boîtes, c'est tout ce qui est système d'affranchissement, une boîte de 15 000 personnes. Et donc là, ils ont mis en place un système de people analytics assez poussé. Et grâce à ça, ils ont pu réduire de 10% leur turnover et gagner en crédibilité, c'est ce que je disais, face au COMEX pour pouvoir, les RH, pour pouvoir négocier au mieux leur budget et autres éléments un peu parfois polémiques. On en a fini là. Ah. On est à 31. Ludo, tu veux... Ouais, bon, de toute façon, vous nous connaissez ou pas, mais vous verrez le replay et on va pas reparler de nous. Moi, je voudrais qu'on garde du temps plutôt pour répondre aux questions. Donc déjà, si vous en avez, c'est l'occasion de les poser. Et puis, Axel en avait déjà posé quelques-unes. Alors, au tout début, des questions pour François Alexandre sur la décomposition des coûts. Comment tu décomposais les 430 millions d'euros de coûts de mémoire des départs? Oui, alors, la décomposition des coûts. Alors, il y a différents éléments. Les premiers, bien sûr, c'est tout ce qui est lié... en fait, c'est un petit peu ce qu'il y avait au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a d'abord tout ce qui est lié à l'expérience en elle-même, donc le désengagement. Ce qui va avec, c'est la perte de productivité, la perte de compétences, c'est l'absentéisme, la multiplication de l'absentéisme. Les priorités sont peut-être pas forcément... le travail, notamment pour les gens qui sont véritablement désengagés. Donc rien que ça, déjà, c'est un coût assez significatif, parce qu'en plus, il est cumulatif chaque année. Et puis derrière, une fois que la décision est franchie, il y a tout le coût dont je parlais. Donc, comme je disais, sur le profil, c'est entre 30 et 300% du salaire brut annuel. En gros, plus le talent est dur à trouver, plus vous allez investir dans des chasseurs de tête, dans des systèmes lourds ou des job boards particuliers qui vont coûter extrêmement cher. Et bien sûr, il y a l'entre-deux, qui est la perte de productivité, la perte de compétences, le temps de formation. Imaginez quelqu'un, par exemple, je vais faire un truc très simple. Voilà, vous avez un haut talent, il démissionne. En France, on a 3 mois de période d'essai. Donc pendant 3 mois, il va être dans l'entreprise, tout en sachant en gros, il n'en a plus rien à faire d'atteindre ses objectifs parce qu'il part dans 3 mois. Donc déjà, si vous avez déjà vécu cette période-là, le niveau de productivité du gars, qui souvent en plus, s'il a démissionné pour des raisons de manager ou de je sais pas quoi, il se retrouve avec un manager sur le dos qui peut pas supporter, qui sait qu'il va quitter, donc il a quasiment plus rien à faire. Donc déjà, niveau productivité, 0. Et puis après, vous allez chercher quelqu'un. Si c'est un data scientist, en France, il faut entre 3 et 6 mois pour en trouver un bon. Un bon, hein, qui correspond à la culture d'entreprise et tout ça. Donc, vous rajoutez ce coût il arrivera peut-être 1 mois, 2 mois après le départ du gars, dans le pire des cas, peut-être qu'il arrivera juste au moment où il part, mais vous allez avoir une passation assez limitée. Et donc, du coup, vous allez avoir un coût derrière de montée en compétence de la nouvelle personne. Elle-même, peut-être qu'il va falloir 1 mois, 2 mois de montée en compétence, et peut-être 1 an avant qu'il atteigne sa pleine productivité. Donc, tout ça mis bout à bout, ça coûte très cher. Et comme je disais, 13%, si vous avez 13% de turnover involontaire, sur quelqu'un qui vous coûte tout chargé 100, 120 000 euros,
je vous laisse faire le calcul, mais voilà, petit à petit, ça constitue quand même une poche budgétaire assez conséquente. Ludo, je crois que tu avais pas mal d'éléments aussi là-dessus, si tu voulais compléter. Oui, j'en ai pas mal, mais on pourrait même imaginer d'ailleurs dans le compte rendu partager une liste de la décomposition des coûts, puisque quand j'étais il y a quelques années dans le groupe Adecco et plus particulièrement dans la filiale Pontoon Solutions où on analysait tous ces coûts-là, on était arrivé à une quarantaine de coûts cumulés qui permettaient de mieux comprendre et d'avoir une global picture des coûts à la fois d'intégration mais aussi de départ, puisque les deux sont liés. Donc ça touche aussi bien les grandes poches de coûts que tu viens d'évoquer, François, c'est autant le coût du remplacement, le coût de la perte de productivité avant le départ, le coût de retrouver l'impact que ça peut avoir aussi sur les équipes. Si on a des départs de personnes un peu stratégiques, on peut facilement imaginer que un chef de département, quand il s'en va, risque de partir avec 3, 4, 5 personnes. Donc là, on est déjà dans les coûts induits, plus l'impact pour des profils vraiment stratégiques, c'est l'impact en termes de crédibilité et de légitimité sur le marché. Si vous avez un PDG qui s'en va, vous avez un impact énorme en termes de coûts financiers. Ça peut avoir un impact sur le cours de bourse, ça peut avoir un impact sur la perception que vos fournisseurs ou vos clients ont dans l'entreprise et la confiance qu'ils continuent à accorder. Enfin, voilà, la liste va être la liste en elle-même peut être très longue et en fonction du niveau de profil de poste, les sujets sont plus ou moins pertinents. Pour répondre aux questions de notre ami Axel, parce qu'il en a beaucoup et on a déjà largement dépassé le délai, je pense que François, on va garder les compléments pour plus tard, si tu veux bien. Tu nous demandais, Axel, le degré de transparence sur les critères. Moi, j'ai tendance à penser que dès lors qu'on parle des compétences de tout un chacun, il est indispensable d'être extrêmement transparent, c'est-à-dire de dire deux choses. D'une part, voilà les compétences dont j'ai besoin pour un poste donné, parce que chacun doit être en capacité de s'auto-évaluer sur ses compétences et savoir s'il est au niveau de performance, enfin de compétences attendues et l'impact que ça aura sur sa performance et sur son évaluation. Mais je pense que ta question était plutôt sur l'étape d'après, c'est quels sont les critères pour les hauts potentiels. Et sur la culture, d'accord. Alors juste sur les hauts potentiels, très souvent dans les entreprises, on va se dire, il ne faut pas que j'annonce mes critères et il ne faut pas que je dise à un tel ou un tel, tu es un haut potentiel et du coup je m'occupe de toi. Et ça a une forme de légitimité à laquelle je crois quand même, qui est qu'on peut être tenté de se dire, ça y est, je suis arrivé, je suis haut potentiel, les gars, vous me déroulez le tapis rouge, j'ai plus rien à faire. Et ça, clairement, c'est un enjeu qu'on a souvent constaté. C'est la première des raisons pour laquelle un grand nombre de DRH ne souhaitent pas communiquer à des individus précis qu'ils font partie du programme potentiel. Maintenant, quand on vous envoie en MBA à l'INSEAD ou à l'IMD, il y a des chances que vous fassiez partie du programme. Donc, à un moment, vous allez le savoir, même s'il y a des steps avant. Moi, je pense qu'il est indispensable en fait de communiquer dessus. Et si je fais le lien avec la culture, en fait, ça devrait être évident pour tout le monde de savoir si on est ou pas soi-même un haut potentiel. Pourquoi ? Parce qu'à l'inverse, si on croit qu'on peut l'être, mais qu'on n'est pas au courant qu'on n'a pas les compétences attendues, on peut se bercer d'illusions. Et moi, j'ai eu pas mal de mes collègues comme ça, qui pensaient avoir coché toutes les cases parce qu'ils avaient
des super résultats, parce que ils connaissaient bien les bonnes personnes, parce qu'ils avaient sorti l'entreprise de situations compliquées par moment, et qui disaient j'ai tout pour être dans le programme au potentiel. Je ne comprends pas, on m'a pas fait d'appel du pied, je ne suis pas allé suivre le MBA de l'IMD, je comprends pas. Et en fait, s'ils avaient conscience de ce que l'entreprise recherche, soit ils seraient de toute façon en capacité de eux-mêmes décider. Soit de décider d'adapter leurs propres compétences pour mieux faire valoir ce qui correspond à l'entreprise, soit d'assumer qu'ils ne sont pas un potentiel pour cette entreprise-là, mais qu'ils sont toujours très heureux d'y être et que ça leur suffit. Ou, troisième possibilité, d'identifier des entreprises qui seraient plus en phase avec leurs propres compétences et qui valorisent ce type de compétences-là pour leur programme au potentiel, si c'est le statut qui va l'avoir. Donc la transparence, pour moi, est de toute façon vecteur de bien-être. Juliana a dû nous quitter, mais je pense qu'elle mieux que quiconque saurait en parler, on en parlera ensemble dans pas longtemps d'ailleurs, qui est de s'assurer que d'un point de vue communication, la stratégie d'entreprise comme la stratégie des RH sont connues du plus grand nombre, et c'est clairement un élément de la stratégie RH. Je ne sais pas si alors sur la dimension gifted, j'en parlais tout à l'heure, je pense que la dimension gifted n'est pas forcément ce que les entreprises recherchent en tant que haut potentiel. L'entreprise va rechercher en haut potentiel des futurs dirigeants qui sont capables, dans les grandes lignes, de représenter l'entreprise auprès des tiers, et que ce soit des instances politiques, nationales, locales, que ce soit des représentations syndicales d'entreprises, comme face aux syndicats de salariés, que ce soit vis-à-vis des grands dirigeants, des clients, comme des fournisseurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être en capacité de piloter des KPIs de façon extrêmement précise, et des gens qui sont très bons en exécution sont pas forcément les meilleurs pour gérer les KPIs. Maintenant, je connais pas de grands dirigeants qui soient pas des champions du monde du KPI. Et donc, c'est aussi une façon de s'auto-étalonner sur est-on un haut potentiel au sens de l'entreprise. Voilà, la liste, je peux égrener, mais c'est François Alexandre qui va me rappeler que on a largement dépassé. Non, mais surtout, en fait, je voudrais ajouter, parce que c'est un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur, parce que dans Cavitra, on parle toujours de fidéliser les talents clés. Et souvent, on préfère d'ailleurs parler de talents clés plutôt que de haut potentiel. Pourquoi ? Parce que, alors je vais être volontairement assez caricatural et provoquant, mais on imagine pour les hauts potentiels encore la définition d'un haut potentiel comme le CEO avec son consultant McKinsey au BCG qui passe en revue son CV et qui dit un haut potentiel, vraisemblablement, il a à peu près le même CV que moi, il va être passé par les mêmes étapes dans la carrière, il va avoir fait les mêmes grandes écoles, etc., etc., etc. Or, en réalité, dans votre entreprise, parfois, il y a plein de personnes qui échappent à ce genre de scope. Je prends un exemple assez factuel. Quand j'étais en mission dans une grande entreprise de l'énergie, en l'occurrence, j'avais en face de moi le développeur qui s'occupait de une application d'intelligence artificielle dans les objets connectés. Je suis quand même un peu pointu, qui bossait sur cette application. À lui seul, il possédait l'intégralité du savoir de cette filiale, en fait. C'était une filiale du groupe. Sauf que le mec était externe, donc pas dans les SIRH, l'habitude de remplir de consultants les DSI. Et puis, à quoi je savais que c'était un haut potentiel ? Non seulement il connaissait tout le savoir-faire, il était hyper motivé, il arrivait à 8h30 du matin, il repartait à 22h, on était les deux derniers à fermer le bâtiment en général. Il était dans le truc, mais il échappait totalement du scope que ce soit de la DRH ou de n'importe quelle direction au sein du groupe. Et donc, la donnée, pour faire un peu reboucler justement avec le thème du jour, la donnée, elle permet de capter ce genre de signaux faibles et peut-être d'identifier, que ce soit dans les ressources internes ou dans les prestataires extérieurs d'ailleurs, qui sont chez vous, les signaux faibles qui permettent de pouvoir identifier des personnes qui auront des compétences, qui auront des capacités à amener votre entreprise ou à performer sur le même poste, d'autres postes,
en interne ou en externe, mais sur le long terme pour la performance de l'entreprise. Et donc le haut potentiel, c'est pas seulement le plan corporate, mais c'est aussi pouvoir de plus en plus leverager, je suis beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, mais leverager le pool de data et tous les signaux faibles que vous pourrez identifier pour pouvoir impacter cette stratégie et aller au plus fin de ces talents clés. Dernière question de culture. Après, sur le sujet du haut potentiel, plutôt au sens gifted, au potentiel intellectuel, je te renvoie à l'autre webinaire que j'ai fait avec Lilia Rechetniak, et d'ailleurs chez Pipine, il y a pas mal d'informations là-dessus, on en a pas mal parlé, donc tu auras d'autres réponses sur ce sujet-là. Ensuite, tu nous posais la question de comment convaincre que la démarche est bonne, métier, RH, anticipation, etc. Ben, c'est extrêmement simple pour le coup. C'est de démontrer le ROI ou tout simplement de proposer soit des expérimentations, soit de faire le lien avec d'autres use cases constatés chez d'autres entreprises, comme la slide qu'on montrait tout à l'heure avec les différentes entreprises, la Crédit Suisse, Walmart, etc. C'est de transposer un use case sur un thème donné ou dans une entreprise similaire qui fera du sens pour l'entreprise. Mais globalement, je ne connais pas de dirigeant d'entreprise qui n'ait pas aujourd'hui compris que la data et maîtriser la data était un enjeu clé de tous les dirigeants et de toutes les organisations. À l'inverse, je vais prendre un exemple de La Poste, qui a voulu faire trop tout de suite. C'est-à-dire que la Poste a voulu mettre en place un data lake RH, data lake complet pour toute l'entreprise, dont un volet RH. Mais en fait, ça ne fait pas de sens. Pourquoi ? Parce que connecter toute la data dans toute l'entreprise, merci Brice, en soi, comme je disais tout à l'heure, c'est pas lié au use case. Il faut d'abord identifier les use cases et créer les bons chemins d'accès à la data, et c'est exactement ce que fait aussi comment François Alexandre avec Cavitra, c'est d'identifier un use case donné et pour celui-là, d'avoir les bonnes sources d'informations. C'est ça qui compte. C'est pas de vouloir tout faire. Donc l'objectif pour convaincre une entreprise, c'est d'abord un principe d'expérimentation, et Axel qui a posé la question, pour que tu connais ça très très bien aussi, c'est on fait un POC sur un sujet donné et on observe, on teste, on observe, on mesure, et puis de là, on va valider que la donnée qu'on en a retirée, les résultats sont bien à la mesure des attentes. C'est comme ça qu'on va convaincre. Dire la data est indispensable, vous devriez investir dessus, oui, bien sûr, mais j'investis combien? Est-ce que je veux le faire à la méthode La Poste et ça va me coûter des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour être équipé, et puis surtout ça va me prendre énormément de temps? Ou est-ce que j'identifie quelques POC et quelques sujets clés qui vont me permettre ensuite, de rassurer, de réétalonner mes schémas internes, de démontrer de la valeur, et 3, de convaincre mes pairs, directeurs de BU, de métier ou de fonction, de dire, tiens, ok, chez moi, quel serait le ou les use cases qui ferait du sens pour qu'on améliore la performance de notre activité. Voilà. Je vois pas d'autres questions. Comme on a beaucoup dépassé, il y a pas mal de monde qui a dû quitter. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là. Merci évidemment toi, François Alexandre, pour l'opportunité de faire ce webinaire ensemble. C'était une première sur un tel sujet tous les deux, donc je pense qu'on va aussi identifier quelques pistes d'amélioration pour les prochains, et j'en vois tout de suite un qui est notre gestion du temps. Mais c'est ça le problème quand on met deux bavards, et puis deux bavards passionnés, qui plus est, par le sujet. Et puis j'en profite pour dire que la semaine prochaine, on en fait un avec Guillaume Alonso,
que certains d'entre vous connaissent sur pourquoi le management de transition est probablement l'une des meilleures réponses pour préparer la sortie de crise. Merci à tous. François, remets ton micro, on t'entendra mieux. On n'a pas ton micro, micro. Ok, c'est pour ça que vous m'entendez pas. C'est ça. Piste d'amélioration, surveillez les micros. Donc oui, merci à tous, merci Ludo. Très bonne première pour une fois. Je vais en profiter pour annoncer moi aussi du coup un prochain webinaire fin mai. Vous verrez le lien sur mon LinkedIn prochainement, ce sera un mardi sur fin mai, vers 11h, ça c'est arrêté. Et on sera sur des thématiques autour de l'onboarding et du coup de l'expérience collaborateur davantage. Un focus là-dessus, l'impact de l'onboarding et le ROI de l'onboarding. Et du suivi du coup derrière de l'expérience collaborateur. J'espère que ça vous a plu. Ça a été un plaisir de préparer et de diffuser ça. On en prévoit déjà un second avec Ludo prochainement. On reviendra vers vous. Merci à tous. J'arrête d'être aussi bavard. Merci à tous. Et promis, on tiendra les délais. Merci à tous. Bonne journée. Merci.